Je pensais que j'allais à un autre dîner dominical ordinaire chez mes parents dans la banlieue de Chicago. L'odeur du rôti de ma mère remplissait la salle à manger alors que nous nous rassemblions autour de la table en chaîne familière où j'avais pris d'innombrables repas en grandissant. Mon père s'est éclairci la gorge de cette manière sérieuse qui signifiait généralement que quelqu'un allait recevoir une leçon sur la responsabilité ou les valeurs familiales. Mais au lieu du discours habituel sur le fait de rendre visite plus souvent, il a lâché une bombe qui a brisé mon monde en 88 mots. Il a annoncé que je partagerais ma maison de 3 chambres avec mon frère Marcus et sa famille de 4 personnes. La trahison m'a frappé comme de l'eau glacée alors que tout le monde hochait la tête en signe d'accord, ayant apparemment planifié cette embuscade sans me consulter. Le silence qui a suivi l'annonce de mon père était suffocant. J'ai regardé chaque visage autour de la table, cherchant un signe que c'était une blague élaborée. Les lèvres pincées de ma mère et son regard désapprobateur m'ont dit le contraire. Ma sœur Jessica a évité mon regard, soudainement fascinée par sa purée de pommes de terre. Marcus s'est adossé à sa chaise avec une expression suffisante que je reconnaissais de l'enfance. Le même regard qu'il arborait quand il s'en tirait après avoir cassé quelque chose et m'avoir laissé prendre le blâme. Jeffrey, ne sois pas si choqué. Mon père a continué à couper son rôti avec une précision délibérée. Tu vis seul dans cette grande maison depuis 3 ans maintenant. 3 chambres pour une personne, c'est du gaspillage. Du gaspillage, ai-je réussi à croasser, retrouvant ma voix. Papa, j'ai acheté cette maison. J'ai économisé pendant des années, j'ai fait des heures supplémentaires et j'ai fait des sacrifices pour me la permettre. Ma mère a posé sa fourchette avec assez de force pour faire cliqueter la porcelaine. N'élève pas la voix sur ton père, Jeffrey. Nous t'avons mieux élevé que ça. Cette famille prend soin les uns des autres, et en ce moment, Marcus a besoin de notre aide. Je me suis tourné vers Marcus, qui avait 35 ans et aurait dû être capable de prendre soin de sa propre famille. Qu'est-il arrivé à ton travail au cabinet comptable ? Marcus s'est agité mal à l'aise. Coupe budgétaire. Ils ont dû licencier des gens. Ça arrive à tout le monde de nos jours. C'était il y a 6 mois, ai-je souligné. Que as-tu fait depuis ? Je cherche la bonne opportunité. Patricia est intervenue, parlant pour la première fois depuis que nous nous étions assis. Ma belle-sœur avait toujours été soucieuse des apparences. Et même maintenant, face à ce qu'elle prétendait être une crise du logement, elle portait un chemisier de marque et des cheveux parfaitement coiffés. Marcus ne va pas prendre n'importe quel travail. Il a des standards. Jessica a finalement levé les yeux de son assiette. Jeffrey, on en parle tous depuis des semaines. Tu gagnes bien ta vie avec ton travail d'ingénieur logiciel, surtout après cette promotion le mois dernier. Tu peux te permettre d'aider la famille. Le mot « semaine » m'a frappé comme un coup physique. Vous avez planifié ça dans mon dos, vous vous êtes réunis pour parler de ma vie sans m'inclure. Nous voulions te présenter une solution au lieu de simples plaintes, a expliqué mon père, comme si orchestrer une embuscade familiale était un comportement parfaitement raisonnable. Marcus et Patricia ont besoin d'un endroit où rester pendant qu'ils se remettent sur pied. Tu as des chambres en plus. C'est de la simple mathématique. De la simple mathématique. Je me suis levé brusquement, ma chaise raclant contre le parquet. Ce n'est pas un problème de mathématiques, papa. C'est ma maison, mon intimité, ma vie que vous essayez de réorganiser sans mon consentement. La voix de ma mère a pris ce ton culpabilisant qu'elle avait perfectionné au fil de décennies de manipulation. Je suis déçu de toi, Jeffrey. Quand es-tu devenu si égoïste ? Ton frère a 2 enfants à charge. Comme invoqués par ces paroles, Tyler, 8 ans, et Madison, 11 ans, sont apparus dans l'embrasure de la porte, leurs visages soigneusement arrangés en expression d'espoir innocent. Patricia les avait clairement coachés pour ce moment. Oncle Jeffrey, a dit Madison d'une petite voix. Est-ce qu'on va vraiment vivre dans ta grande maison ? Maman a dit que tu as un jardin avec de la place pour une balançoire. Mon cœur s'est serré face à la manipulation, mais je l'ai reconnue pour ce qu'elle était. Patricia utilisait ses enfants comme des armes émotionnelles, et ma famille y aidait. J'ai de nouveau regardé autour de la table, voyant mes proches sous un nouveau jour. Ces gens qui prétendaient se soucier de moi avaient passé des semaines à comploter pour bouleverser ma vie soigneusement construite. Le truc, c'est que, a dit Jessica en sortant son téléphone, on a peut-être déjà mentionné à quelques personnes que tu avais accepté d'aider. Les Henderson de l'église le savent, et maman l'a dit à Madame Patterson d'à côté. Tout le monde pense que c'est merveilleux que tu te dévoues pour la famille.
Le piège s'est refermé sur moi avec une précision parfaite. Non seulement ils avaient planifié cela sans moi, mais ils avaient dit à la communauté que j'avais déjà accepté. Refuser maintenant me ferait passer pour un menteur sans cœur qui était revenu sur sa parole d'aider des enfants dans le besoin. Marcus s'est penché en avant avec une fausse sincérité. Écoute, Jeffrey, je sais que ça semble soudain, mais on est une famille. On s'est toujours soutenu. Tu te souviens quand tu avais besoin d'aide pour les frais de scolarité? Maman et papa n'ont pas hésité. La comparaison était si injuste qu'elle m'a coupé le souffle. Ils m'avaient aidé avec les frais de scolarité en tant que parent soutenant l'éducation de leur enfant. C'était complètement différent. C'était du chantage émotionnel enveloppé dans une obligation familiale. De combien de temps on parle, ai-je demandé, cherchant une limite, une frontière à l'invasion qu'il planifiait. Jusqu'à ce qu'on soit installé, a dit vaguement Patricia. Juste jusqu'à ce que Marcus trouve le bon poste et qu'on puisse se permettre notre propre logement à nouveau. L'expression « le bon poste » a fait sonner des cloches d'alarme dans ma tête. Marcus était au chômage depuis 6 mois et ne montrait aucun signe de vouloir baisser ses standards ou de prendre un travail intérimaire. Patricia n'avait pas travaillé depuis des années, prétendant que les enfants avaient besoin d'elle à la maison. Aucun d'eux ne semblait comprendre que les mendiants ne pouvaient pas choisir. « Nous contribuerons ce que nous pourrons », a ajouté rapidement Marcus, sentant ma réticence. « Aider avec les courses, les services publics, ce genre de choses. »« Ce que vous pourrez », ai-je répété. « Tu viens de me dire que tu es au chômage. »« Nous avons quelques économies », a dit Patricia sur la défensive. « Nous ne sommes pas sans le sou. » Mais s'ils avaient des économies, pourquoi ne pouvaient-ils pas louer leur propre appartement? Pourquoi avaient-ils besoin d'emménager spécifiquement dans ma maison? Toute l'histoire semblait incomplète, comme s'il cachait quelque chose d'important. La voix de mon père portait la finalité du marteau d'un juge. C'est réglé, alors. Jeffrey commencera à déménager leurs affaires le week-end prochain. Patricia a déjà commencé à faire les cartons. La présomption m'a coupé le souffle. Ils avaient si complètement supposé ma coopération qu'ils avaient déjà commencé le processus de déménagement. Je me sentais comme un accusé qui venait d'être condamné sans procès, condamné sans même avoir pu présenter une défense. Alors que le dîner se poursuivait autour de moi, je suis resté assis dans un silence stupéfait, mangeant machinalement le rôti de ma mère pendant que ma famille discutait de logistique. Ils ont discuté de la chambre qui conviendrait le mieux à Tyler et Madison, si mon bureau à domicile pouvait être converti en espace de couchage supplémentaire, et comment ils réarrangeraient mes meubles pour accueillir tout le monde. Ils ont parlé de ma maison, de mon espace, de ma vie, comme si je n'étais pas assis là, comme si mon opinion et mon consentement étaient des détails sans importance à contourner plutôt que des exigences fondamentales pour toute décision concernant ma propriété. Quand je suis finalement rentré chez moi ce soir-là, je suis resté assis dans mon allée pendant 20 minutes, regardant ma maison avec de nouveaux yeux. Je l'avais achetée après des années d'économie prudente, choisissant l'emplacement pour son quartier calme et la disposition pour son équilibre parfait d'espace et d'intimité. J'avais peint chaque pièce moi-même, choisi chaque meuble, tout arrangé exactement comme je le voulais. Demain, apparemment, plus rien de tout cela n'aurait d'importance. J'ai passé la semaine qui a suivi ce dîner familial désastreux dans un état d'incrédulité, espérant contre tout espoir que quelqu'un reviendrait à la raison. Peut-être que Marcus trouverait un travail. Peut-être que Patricia réaliserait à quel point ils étaient déraisonnables. Peut-être que mes parents reconnaîtraient que forcer leur fils à héberger 4 personnes supplémentaires était franchir une limite. Rien de tout cela ne s'est produit. Au lieu de cela, je suis rentré du travail le jeudi pour trouver un camion de déménagement garé dans mon allée. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes alors que je me garais sur le trottoir, incapable d'accéder à mon propre garage. 3 hommes en tenue de travail transportaient des cartons du camion vers ma porte d'entrée où Patricia se tenait, dirigeant le trafic comme un général commandant ses troupes. « Attention avec ce carton », a-t-elle crié. « Ce sont mes belles assiettes. » Je suis sorti de ma voiture sur des jambes tremblantes, mon sac d'ordinateur portable glissant de mon épaule pour pendre à un angle maladroit. La scène semblait surréaliste, comme si je regardais la vie de quelqu'un d'autre imploser au ralenti. « Patricia » ai-je appelé, ma voix plus aiguë que d'habitude. « Que se passe-t-il ici ?» Elle s'est tournée vers moi avec un sourire éclatant qui n'atteignait pas ses yeux. « Jeffrey, timing parfait. Nous avons décidé de commencer un peu plus tôt. Ta mère nous a donné la clé de secours qu'elle garde pour les urgences. » Clé d'urgence.
Les mots sont sortis comme un croassement. Ce n'est pas une urgence. Bien sûr que si, a-t-elle dit, son ton suggérant que j'étais délibérément obtus. Nous devons être sortis de notre location d'ici samedi et attendre le week-end n'avait pas de sens alors que nous pouvions commencer maintenant. J'ai regardé, impuissant, des étrangers transporter des cartons d'affaires de quelqu'un d'autre dans mon sanctuaire. Les déménageurs pensaient clairement qu'ils aidaient une famille à emménager dans leur nouvelle maison, pas qu'ils participaient à ce qui ressemblait de plus en plus à une prise de contrôle hostile. « Où est Marcus ?» ai-je demandé en regardant autour de moi pour trouver mon frère. « Entretien d'embauche », a répondu Patricia sans sourciller. Il a enfin eu un retour pour un poste qui pourrait vraiment valoir son temps. Croisons les doigts. La manière désinvolte dont elle l'a mentionné, comme une pensée après coup, m'a rendu méfiant. Si Marcus avait vraiment un entretien d'embauche prometteur, cela ne changerait-il pas toute la chronologie de leur séjour supposé temporaire? J'ai cherché ma clé de maison, ayant besoin d'entrer et d'évaluer les dégâts. Au moment où j'ai franchi ma porte d'entrée, j'ai arrêté de respirer. Mon espace de vie soigneusement organisé avait été transformé en chaos. Tyler et Madison couraient dans le couloir, leurs cris excités résonnant sur les murs. Des cartons étiquetés, affaires de cuisine, et jouets d'enfants, étaient empilés partout, bloquant les passages et couvrant toutes les surfaces disponibles. Madison, Tyler, calmez-vous. Patricia a appelé à moitié sérieusement avant de se retourner vers les déménageurs. La chambre principale est à l'étage, première porte à droite. Marcus et moi prendrons celle-là. Attendez, ai-je dit, ma voix se brisant comme celle d'un adolescent. C'est ma chambre. Patricia a fait une pause, un sourcil parfaitement manucuré se levant. Jeffrey, sois pratique. Marcus et moi avons besoin de l'espace pour nos vêtements et de la salle de bain attenante pour l'intimité. Tu n'es qu'une seule personne. La chambre d'amis sera parfaite pour toi. La chambre d'amis. Dans ma propre maison, j'étais rétrogradé au statut d'invité. Je suis resté là, sans voix, pendant que les déménageurs transportaient un matelas king size dans mes escaliers, grognant d'effort en le manœuvrant dans le coin vers ma chambre. Ma chambre qui ne serait plus la mienne. Ne t'inquiète pas tant. Patricia a continué, interprétant mal mon silence stupéfait comme de l'inquiétude plutôt que de l'horreur. Nous prendrons bien soin de tout. J'ai déjà commencé à réorganiser la cuisine pour la rendre plus familiale. J'ai titubé vers ma cuisine, redoutant ce que j'allais trouver. Le spectacle qui m'a accueilli était pire que ce que j'avais imaginé. Patricia avait vidé mes placards, jeté la nourriture qu'elle jugeait malsaine et remplacé mes appareils soigneusement choisis par ses propres préférences. Ma machine à café, un modèle italien coûteux que j'avais économisé des mois pour me permettre, était dans une boîte étiquetée « Goodwill ». À sa place se trouvait une cafetière à filtre basique qui semblait appartenir à un dortoir d'étudiants. J'ai jeté toute cette nourriture transformée, a expliqué Patricia en me suivant dans la cuisine. Les enfants en pleine croissance ont besoin d'une bonne nutrition. J'espère que ça ne te dérange pas, mais j'ai aussi tout réarrangé pour que ce soit plus logique. Ton système d'organisation était un peu chaotique. Mon système d'organisation était parfait pour mes besoins, développé au cours de 3 ans de vie seule et sachant exactement où tout se trouvait. Maintenant, je ne trouvais plus rien. Mon étagère à épices avait été réorganisée par ordre alphabétique au lieu de la fréquence d'utilisation. Mes dosettes de café avaient été remplacées par du café moulu générique. Même mes aimants de réfrigérateur, collectionnés lors de divers voyages d'affaires, avaient été enlevés et remplacés par des dessins d'enfants et des rappels de rendez-vous. « Où as-tu mis ma machine à café ?» ai-je demandé, essayant de garder ma voix égale. Oh, ce vieux truc. C'était si compliqué. Tous ces boutons et réglages. Ce nouveau est beaucoup plus simple. Un bouton, un café parfait à chaque fois. Le mépris désinvolte de mes affaires a provoqué une pointe de rage dans ma poitrine. Ce n'était pas juste une machine à café. C'était un symbole de mon succès, un rappel quotidien que j'avais travaillé assez dur pour me permettre de belles choses. Elle l'avait jeté comme une ordure sans même demander. Patricia, c'était une machine à $600. Elle a agité la main d'un air dédaigneux. Jeffrey, tu es trop attaché aux choses matérielles. Il s'agit de la famille, pas de gadgets de luxe. J'ai entendu des pas dans les escaliers et j'ai levé les yeux pour voir Marcus descendre, arborant un sourire satisfait. Il avait changé ses vêtements d'entretien pour un jean usé et un t-shirt qui avait connu des jours meilleurs. Comment s'est passé l'entretien, ai-je demandé,
m'accrochant à l'espoir qu'il avait obtenu le poste et que ce cauchemar serait de courte durée. Pas ce que je recherche, a-t-il dit en haussant les épaules. Petite entreprise, potentiel de croissance limité. Je peux faire mieux. Mon cœur s'est serré. Marcus venait de refuser un emploi tout en emménageant sa famille dans ma maison. Le droit qu'il s'arrogeait était stupéfiant. La chambre principale est parfaite, a-t-il poursuivi, inconscient de ma détresse croissante. Ce dressing sera idéal pour les vêtements de Patricia, et la salle de bain attenante signifie que nous n'aurons pas à la partager avec les enfants. Marcus, c'est censé être temporaire, ai-je dit désespérément. Si tu refuses des emplois, à quel point cela peut-il vraiment être temporaire? Il m'a tapé sur l'épaule avec une fausse camaraderie. Ne t'inquiète pas, petit frère. Je suis stratégique. Mieux vaut attendre la bonne opportunité que de se contenter de quelque chose en dessous de mes qualifications. Quelques mois ici pendant que je fais du réseautage correctement et je décrocherai quelque chose de vraiment valable. Quelques mois. La chronologie ne cessait de s'allonger et nous n'avions même pas terminé le premier jour. J'ai regardé Patricia diriger le placement de leurs meubles dans mon salon, déplaçant mon canapé pour faire de la place à leurs meubles télé et à leur table basse. Mon décor soigneusement choisi était mis de côté pour accommoder leurs préférences. « Maman, où est-ce que ça va ?» Madison est apparue, portant une grande photo encadrée du mariage de Marcus et Patricia. Sur la cheminée, ma chérie. Enlève d'abord cette photo de paysage ennuyeuse. Ma photo de paysage ennuyeuse était l'aquarelle originale que j'avais commandée à un artiste local, représentant la vue de mon sentier de randonnée préféré. J'avais économisé des mois pour me la permettre, et elle avait une signification personnelle profonde. Maintenant, elle était appuyée contre le mur, remplacée par les souvenirs de quelqu'un d'autre. Les enfants traitaient ma maison comme un terrain de jeu, courant de pièce en pièce sans surveillance. Tyler a découvert ma console de jeu et a immédiatement commencé à sortir les manettes et les jeux du meuble télé, éparpillant tout sur le sol. Quand j'ai commencé à dire quelque chose, Patricia m'a coupé. « Les garçons seront toujours des garçons », a-t-elle dit en riant. « Ne sois pas si inquiet, Jeffrey. Les enfants ont besoin d'espace pour être des enfants. » Mais c'était mon espace, rempli d'électronique coûteuse et d'objets personnels irremplaçables. Je n'étais pas équipé pour les enfants, je n'avais pas de protection pour enfants, et je n'avais certainement pas consenti à devenir babysitter dans ma propre maison. À l'approche du soir, la réalité de ma nouvelle situation de vie est devenue indéniable. Les déménageurs ont fini de décharger et m'ont laissé une facture pour leur service, supposant apparemment que j'étais responsable des coûts. Marcus et Patricia ont disparu à l'étage pour s'installer dans mon ancienne chambre, me laissant avec leurs enfants et une maison que je ne reconnaissais plus. Je me tenais dans mon salon, entouré de cartons et de meubles étrangers, me sentant comme un étranger dans ma propre maison. Tout ce qui m'était familier avait été déplacé, remplacé ou jeté. Même l'odeur était différente. Une combinaison de lessive inconnue et du parfum de Patricia qui semblait imprégner chaque pièce. Mon téléphone a vibré avec un texto de ma mère. « Comment se passe la première journée ? Je suis sûr que vous vous entendez tous à merveille. Si fier de toi d'avoir pris tes responsabilités. » J'ai fixé le message, incapable de formuler une réponse. Comment pouvais-je expliquer que prendre mes responsabilités ressemblait étrangement à se faire piétiner? Que aider la famille commençait à ressembler à me perdre complètement. À l'étage, j'entendais la douche couler dans mon ancienne salle de bain. La voix de Patricia traversait les murs alors qu'elle expliquait à Marcus où elle avait mis ses vêtements dans mon ancien placard. Les enfants avaient pris possession de la salle familiale, des dessins animés hurlant de ma télévision pendant qu'ils mangeaient des collations qui laissaient des miettes sur mes meubles. Je me suis retiré dans la chambre d'amis, la plus petite chambre de la maison qui était maintenant censée être la mienne. Mes vêtements pendaient maladroitement dans le placard étroit, et mes objets personnels semblaient étrangers sur la commode inconnue. À travers les murs fins, je pouvais entendre chaque son de la chambre principale où Marcus et Patricia discutaient de leur projet de redécoration. En m'allongeant dans le lit d'amis cette nuit-là, fixant le plafond de ma propre maison, où j'étais maintenant un invité, j'ai réalisé que l'invasion ne faisait que commencer. Ce n'était pas une aide temporaire pendant une période difficile. C'était une prise de contrôle complète déguisée en aide familiale, et d'une manière ou d'une autre, j'avais laissé faire sans tirer un seul coup de feu pour ma propre défense. Le vendredi matin est arrivé avec le bruit des enfants qui se disputaient et la voix de Patricia s'élevant au-dessus du chaos, dirigeant les préparatifs du petit déjeuner dans ma cuisine. Je suis sorti de la chambre d'amis,
désorienté dans ma propre maison, suivant l'odeur du bacon et le cliquetis de la vaisselle que je ne reconnaissais pas. « Bonjour, Jeffrey », a gazouillé joyeusement Patricia, debout devant ma cuisinière, portant un tablier à fleurs par-dessus son pyjama en soie. « J'espère que tu as bien dormi. » J'ai préparé le petit déjeuner pour tout le monde. La cuisine ne ressemblait en rien à l'espace organisé que j'avais entretenu pendant 3 ans. La vaisselle sale débordait de l'évier, des taches collantes couvraient les comptoirs et des aliments inconnus encombraient toutes les surfaces. Patricia avait apparemment décidé que cuisiner pour 6 personnes nécessitait d'utiliser simultanément toutes les casseroles, assiettes et ustensiles de la maison. « Je prends habituellement juste un café et des toasts », ai-je marmonné en attrapant le placard où je gardais mes tasses à café. « Oh, celles-là sont parties », a dit Patricia d'un ton neutre. Je les ai rangées car elles n'étaient pas assorties à ma vaisselle. Nous utilisons la belle porcelaine maintenant que nous vivons tous ensemble. Les repas en famille devraient être spéciaux. Sa belle porcelaine s'est avérée être un motif floral élaboré qui nécessitait un lavage à la main et une manipulation soigneuse. Je tenais une tasse délicate qui coûtait plus cher que tout mon budget d'épicerie hebdomadaire, ayant peur d'en boire et peur de la poser. Tyler est passé en courant devant moi, tenant un morceau de bacon, poursuivant Madison, qui a poussé un cri de rire en courant à travers la maison. Leurs doigts collants laissaient des marques sur mes murs et leurs pieds nus traçaient des taches mystérieuses sur mon parquet. Tyler, Madison, calmez-vous, a appelé Patricia sans réelle autorité. Jeffrey n'est pas encore habitué aux enfants. Nous devons l'initier en douceur à la vie de famille. L'expression « vie de famille » m'a frappé comme de l'eau froide. Je ne m'étais pas inscrit à la vie de famille. J'avais acheté cette maison spécifiquement pour la solitude, le calme et la liberté de vivre exactement comme je le choisissais. Maintenant, j'étais apparemment enrôlé dans une sorte de camp d'entraînement domestique sans mon consentement. Marcus est apparu en bas des escaliers, déjà vêtu d'un costume d'affaires qui avait l'air cher malgré son statut de chômeur. « Bonjour, Jeffrey. »« Patricia, as-tu repassé ma chemise d'entretien ?»« Un autre entretien ?» ai-je demandé, l'espoir renaissant dans ma poitrine. « Poste de directeur régional dans un cabinet de conseil » a répondu Marcus en ajustant sa cravate dans le miroir du couloir. « Beaucoup plus approprié pour quelqu'un avec mon expérience. »« C'est merveilleux », ai-je dit, sincèrement. « Quand commences-tu si tu l'obtiens ?» Marcus a ri comme si j'avais fait une blague. « Jeffrey, ces choses prennent du temps. Processus d'entretien, vérification des antécédents, négociation salariale. Même s'il m'offre le poste, je ne commencerai pas avant au moins 1 mois, probablement plus longtemps. Mon cœur s'est de nouveau serré. Même dans le meilleur des cas, je devais faire face à des semaines de ce chaos. Et cela supposait que Marcus voulait réellement le travail, ce que son bilan suggérait être loin d'être garanti. Après que Marcus soit parti pour son entretien, Patricia a annoncé ses plans pour la journée. J'ai invité quelques-unes de mes amies mamans cet après-midi pour un café. Je veux leur montrer notre nouvelle maison et te les présenter. Tes amies mamans, ai-je répété faiblement. De l'école des enfants ? Nous nous réunissons régulièrement, mais mon ancien appartement était trop petit pour recevoir. Cette maison est parfaite pour accueillir. La présomption m'a coupé le souffle. Patricia prévoyait de recevoir des étrangers dans ma maison, la traitant comme son lieu de rencontre sociale personnelle. Quand j'ai commencé à objecter, elle m'a coupé avec une technique de manipulation pratiquée que je commençais à reconnaître. Jeffrey, ces femmes traversent des divorces, des pertes d'emploi, toutes sortes de stress. Elles ont besoin d'amitié et de soutien. Tu ne voudrais sûrement pas que j'annule, n'est-ce pas? Elles sont si excitées de rencontrer le généreux frère de Marcus. Le chantage affectif a parfaitement fonctionné, comme Patricia le savait. Comment pouvais-je m'opposer à aider des femmes stressées sans paraître sans cœur? Elle avait présenté son rassemblement social comme une œuvre de charité, rendant tout refus égoïste et cruel. Je suis allé travailler avec le sentiment d'être un réfugié de ma propre vie. Mais au moins, le bureau offrait 8 heures de normalité. Mes collègues ont remarqué ma distraction pendant les réunions du matin et ma productivité en a souffert car je me surprenais constamment à me demander quel nouveau changement m'attendait à la maison. Vers midi, mon téléphone a vibré avec des notifications de mon application de sécurité domestique. J'avais installé des caméras plusieurs mois auparavant après une série de vols de colis dans le quartier, mais je les avais oubliés pendant le chaos de l'invasion. Maintenant, je regardais en temps réel Patricia se déplacer librement dans ma maison, réarrangeant les meubles et décorant pour sa fête.
Elle avait déplacé mon fauteuil de lecture au sous-sol et l'avait remplacé par un causeuse de leur ancien appartement. Ma table basse, une pièce en chêne massif que j'avais passé des semaines à chercher, avait été poussée contre le mur pour faire de la place à sa monstruosité en verre et en chrome. Même ma collection de livres avait été mise en carton et remplacée par les romans d'amour et les magazines parentaux de Patricia. Mais les images de sécurité ont révélé quelque chose de plus troublant que la décoration intérieure. Patricia fouillait dans mes affaires personnelles, ouvrant des tiroirs et des placards avec la familiarité désinvolte de quelqu'un qui se considérait comme la maîtresse de maison. Elle a examiné mon courrier, photographié des documents de mon bureau à domicile et a même essayé certains de mes vêtements, vérifiant apparemment les tailles. J'ai regardé, fasciné et horrifié, pendant qu'elle ouvrait le tiroir de ma commode et en sortait mes papiers personnels, photographiant mes relevés bancaires et mes documents fiscaux avec son téléphone. La violation me semblait obscène, comme si je regardais quelqu'un fouiller dans mon tiroir à sous-vêtements tout en le diffusant en direct. Quand je suis rentré précipitamment à la maison pendant la pause déjeuner, j'ai trouvé ma maison transformée en un espace de rencontre sociale que je ne reconnaissais pas. Patricia avait allumé des bougies parfumées qui me faisaient pleurer les yeux, réarrangé tous mes meubles pour créer des zones de conversation et préparé une somptueuse table de rafraîchissement en utilisant ma vaisselle et mes pièces de service. « Jeffrey » a-t-elle appelé joyeusement alors que je franchissais la porte. Timing parfait. Je veux que tu rencontres mes amis. 3 femmes étaient assises dans mon salon, parfaitement à l'aise, buvant du café dans mes bonnes tasses et mangeant des pâtisseries sur mes assiettes en porcelaine. Elles m'ont souri chaleureusement lorsque Patricia m'a présenté, ayant clairement entendu des histoires flatteuses sur ma générosité et mon dévouement familial. « Jeffrey, cette maison est absolument magnifique », a dit avec enthousiasme une femme blonde nommée Carole. Patricia a tellement de chance d'avoir un beau-frère aussi merveilleux. La cuisine est un rêve, a ajouté une autre femme dont j'ai manqué le nom dans mon état de stupeur. Je n'arrive pas à croire que tu les laisses vivre ici sans loyer. Mon frère ne me donnerait pas un verre d'eau si je mourais de soif. Patricia rayonnait de louanges, s'attribuant le mérite de ma générosité, comme si recevoir ces femmes chez moi était son droit plutôt que sa présomption. Elle leur a fait visiter la maison, soulignant les caractéristiques et les améliorations qu'elle prévoyait de faire, parlant de ma propriété comme si elle lui appartenait. Nous pensons ajouter une terrasse à côté de la chambre principale, leur a-t-elle dit alors qu'elle se regroupait autour de mon îlot de cuisine. Jeffy a été si favorable à toutes nos idées. Je suis resté figé dans ma propre embrasure de porte, écoutant Patricia faire des projets de modification de ma maison sans me consulter. Quand les femmes sont finalement parties, elles ont serré Patricia dans leurs bras et m'ont remercié abondamment pour mon hospitalité, comme si j'avais participé à la planification de leur visite au lieu de la découvrir en cours. Ça s'est merveilleusement bien passé, a dit Patricia en commençant à nettoyer le désordre considérable. Carole a mentionné que son ex-mari est dans la construction. Si nous décidons d'aller de l'avant avec le projet de terrasse, elle pourrait peut-être nous obtenir une réduction. Patricia, ai-je dit prudemment, c'est toujours ma maison. Toute modification nécessite mon approbation. Elle a ri comme si j'avais fait une autre blague. Bien sûr, Jeffrey. On est tous une famille ici. Tout ce qu'on fait profite à tout le monde. Ce soir-là, Marcus est revenu de son entretien de mauvaise humeur. Perte de temps, a-t-il annoncé en jetant sa cravate sur mon fauteuil de lecture. Il voulait quelqu'un pour commencer immédiatement, travailler les week-ends, voyager constamment. Des attentes complètement irréalistes. Est-ce qu'ils t'ont offert le poste, ai-je demandé. Je n'ai pas attendu pour le savoir. S'ils vont faire des demandes déraisonnables pendant le processus d'entretien, imagine ce que ce serait de travailler là-bas. Mon dernier espoir d'une résolution rapide s'est évaporé. Marcus avait renoncé à une autre opportunité d'emploi, préférant apparemment le chômage à l'acceptation d'un travail qui ne correspondait pas à ses normes gonflées. Je commençais à comprendre que sa recherche d'emploi était performative, conçue pour justifier sa présence dans ma maison tout en évitant un emploi réel. Ce soir-là, je me suis allongé dans le lit d'amis, écoutant ma maison s'installer autour de ses nouveaux occupants. La voix de Patricia traversait les murs alors qu'elle passait des appels téléphoniques, discutant de plans et de projets qui impliquaient ma propriété. Le ronflement de Marcus faisait vibrer les fenêtres et les conversations chuchotées des enfants suggéraient qu'ils étaient loin de dormir malgré les affirmations de Patricia selon lesquelles ils étaient couchés pour la nuit. Ma maison était devenue méconnaissable, remplie d'étrangers qui traitaient mon hospitalité comme un droit et ma générosité comme une évidence. L'arrangement temporaire semblait de plus en plus permanent, et je commençais à réaliser que Marcus et Patricia n'avaient jamais eu l'intention de partir.
Ils avaient trouvé une situation confortable sans loyer, sans responsabilité et avec un autre trop poli pour imposer des limites. J'étais piégé dans ma propre maison, prisonnier des attentes de ma famille et de ma propre incapacité à dire non aux personnes que j'aimais. Mais alors que j'étais allongé là, dans l'obscurité, entouré des bruits de mes invités indésirables, j'ai commencé à me demander si c'était vraiment de l'amour que je vivais. Le samedi matin a apporté une nouvelle horreur, l'annonce de Patricia qu'elle avait inscrit Tyler et Madison à l'école primaire locale en utilisant mon adresse. Elle a fait cette révélation au petit déjeuner aussi nonchalamment que si elle discutait de la météo, s'attendant apparemment à ce que je la félicite pour son initiative. C'est un bien meilleur district que leur ancienne école, a-t-elle expliqué en beurrant du pain grillé avec mon argenterie. Les résultats des tests sont exceptionnels, et ils ont un excellent programme de musique. Les enfants sont si excités par leur nouveau départ. Tu les as inscrits à l'école? Ai-je demandé, ma voix plus aiguë que d'habitude. En utilisant mon adresse. Eh bien, nous vivons ici maintenant, a répondu Patricia avec une logique parfaite. Ils doivent aller quelque part et ce district a de bien meilleures ressources. La conseillère a été si compréhensive à propos de leur situation familiale. Elle a même accéléré leur inscription quand j'ai expliqué comment tu nous as généreusement accueillis pendant notre période difficile. Les implications m'ont frappé comme de l'eau glacée. L'inscription à l'école n'était pas seulement une question d'éducation. C'était une question d'établissement de la résidence. Patricia venait de créer une documentation officielle attestant que la famille de Marcus vivait à mon adresse, leur donnant un statut juridique qui serait beaucoup plus difficile à contester. Patricia, tu aurais dû me demander d'abord. Cela crée des complications avec les impôts fonciers, l'inscription sur les listes électorales, toutes sortes de problèmes juridiques. Elle a agité la main d'un air dédaigneux. Jeffrey, tu t'inquiètes trop de la paperasse. L'important est que Tyler et Madison reçoivent l'éducation qu'ils méritent. N'est-ce pas ce qui compte? Avant que je puisse répondre, mon téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant affichait le numéro de ma mère, ce qui signifiait généralement soit de bonnes nouvelles, soit de sérieux ennuis. Compte tenu des événements récents, je soupçonnais le second cas. Jeffrey. La voix de ma mère crépitait dans le haut-parleur. Je viens de raccrocher avec Madame Henderson de l'église. Elle a dit que Patricia a mentionné que tu pourrais te marier bientôt. Avec qui? Le monde a basculé. Quoi? Maman, je ne me marie avec personne. Eh bien, c'est étrange. Madame Henderson a été très précise. Elle a dit que Patricia a mentionné que tu avais trouvé quelqu'un de spécial et que tu pourrais bientôt faire ta demande. Elle demandait la disponibilité de l'église pour les mariages au printemps prochain. J'ai regardé Patricia de l'autre côté de la table du petit déjeuner, qui évitait studieusement mon regard tout en aidant Madison avec ses céréales. Maman, je pense qu'il y a eu un malentendu. Je ne sors avec personne, et encore moins ne prévois de mariage. Tu es sûr? Patricia semblait assez confiante. Peut-être que tu es modeste à propos de ta vie amoureuse. Après avoir raccroché, j'ai confronté directement Patricia. Pourquoi les gens de l'église posent-ils des questions sur mes projets de mariage? Les joues de Patricia sont devenues roses, mais sa voix est restée stable. J'ai peut-être mentionné que tu voyais quelqu'un. Les gens posaient tellement de questions sur pourquoi un homme aussi beau et prospère était encore célibataire. Je ne voulais pas qu'ils pensent qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec toi. Donc, tu as inventé une petite amie et des projets de mariage. J'ai juste dit que tu étais discret sur ta vie personnelle, mais que tu semblais heureux ces derniers temps. Si les gens ont tiré leurs propres conclusions, ce n'est guère de ma faute. Le mensonge était si stupéfiant dans son audace que je suis resté sans voix. Patricia avait créé un récit entièrement fictif sur ma vie amoureuse pour satisfaire les commères de l'église, apparemment sans considérer comment cela compliquerait mes relations réelles ou ma position sociale. Mon téléphone a de nouveau vibré, cette fois avec un texto de ma sœur Jessica. Maman m'a parlé de ta petite amie secrète. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais sérieux avec quelqu'un? J'ai hâte de la rencontrer. J'étais noyé dans des mensonges que je n'avais pas racontés, piégé dans des histoires que Patricia avait tissées sans ma connaissance ni mon consentement. Chaque conversation avec ma famille nécessiterait désormais de naviguer autour d'une relation fictive dont je ne savais rien. Cet après-midi-là, pendant que Patricia emmenait les enfants explorer leur nouvelle cour de récréation, j'ai décidé d'enquêter sur la liste croissante d'incohérences dans l'histoire de Marcus et Patricia, leur situation financière, leurs antécédents professionnels, leur calendrier de départ.
Tout semblait délibérément vague et contradictoire. J'ai commencé par des recherches de base sur Internet, cherchant l'ancien employeur de Marcus et les circonstances de son départ. Ce que j'ai trouvé m'a glacé le sang. Le cabinet comptable n'avait pas simplement licencié Marcus en raison de coupes budgétaires. Il l'avait renvoyé pour falsification de notes de frais et soupçons de détournement de fonds. L'entreprise enquêtait sur des fonds manquants depuis des mois avant de le licencier. Les archives des nouvelles locales ont révélé des détails plus troublants. Marcus avait été interrogé par la police dans le cadre d'une enquête pour fraude en cours, bien qu'aucune accusation n'ait encore été déposée. La chronologie suggérait que son licenciement était beaucoup plus grave qu'une simple réduction d'effectifs. J'ai ensuite cherché les antécédents professionnels de Patricia, me souvenant de ses vagues références au fait de rester à la maison avec les enfants. Selon la base de données du département de l'éducation de l'État, Patricia avait été enseignante suppléante jusqu'à ce que sa certification soit révoquée pour conduite inappropriée. Les détails étaient scellés en raison de l'implication de mineurs, mais la révocation était permanente et à l'échelle de l'État. Mes mains tremblaient en compilant des preuves que mon frère et ma belle-sœur n'étaient pas seulement temporairement malchanceux. Ils étaient potentiellement des criminels fuyant les conséquences dans leur ville précédente, utilisant ma maison comme refuge pendant qu'ils planifiaient leur prochain coup. J'ai appelé l'ancien collègue de Marcus, un homme nommé David, qui avait travaillé en étroite collaboration avec lui pendant plusieurs années. Après quelques conversations gênantes, David a confirmé mes pires craintes. « Jeffrey, je suis désolé d'être celui qui te l'annonce, mais Marcus volait sur les comptes des clients depuis plus d'1 an. L'audit a révélé près de 50 000 $ de transactions frauduleuses. La seule raison pour laquelle il n'a pas été arrêté est qu'il a remboursé la plupart de l'argent quand ils l'ont confronté. » « La plupart de l'argent » ai-je demandé faiblement. « Il manque encore environ 15 000 $. L'entreprise a décidé de ne pas porter plainte s'il effectuait une restitution, mais il n'a jamais terminé les paiements. On dit qu'ils envisagent de transmettre l'affaire au procureur de district. J'ai raccroché, me sentant mal au ventre. Marcus n'était pas seulement au chômage. C'était un voleur se cachant de poursuites pénales. Et je lui avais, sans le savoir, offert un sanctuaire, me rendant complice de sa fuite de la justice. Mes caméras de sécurité enregistraient tout depuis qu'ils avaient emménagé. Et j'ai commencé à examiner les images plus attentivement. Ce que j'ai trouvé était pire que du simple espionnage. C'était une collecte de renseignements systématique. Patricia avait photographié mes documents financiers, copié des informations de mon ordinateur, et même fouillé dans mes papiers personnels à la recherche de données sensibles. Mais la découverte la plus troublante provenait d'enregistrements audio que mon système de sécurité avait capturés. Tard dans la nuit, quand ils pensaient que j'étais endormi, Marcus et Patricia discutaient de plans qui n'avaient rien à voir avec la recherche d'un emploi ou le déménagement. « Son crédit est parfait », murmurait la voix de Patricia dans mes haut-parleurs. « Pas de dette, un excellent historique de paiement, des économies substantielles. On pourrait ouvrir des comptes à son nom et il ne le saurait jamais jusqu'à ce que les factures arrivent. »« Trop risqué », a répondu Marcus. « Mieux vaut d'abord établir notre résidence. Installer les enfants à l'école. Rendre plus difficile pour lui de nous expulser. Une fois que nous aurons un statut légal, nous pourrons passer à la phase 2. Phase 2. Ils avaient un plan en plusieurs étapes pour exploiter mon hospitalité. Et j'étais apparemment trop naïf pour le reconnaître. J'ai écouté avec une horreur croissante pendant qu'ils discutaient de la falsification de ma signature sur des documents, de l'utilisation de mon adresse pour demander des crédits, et finalement de la revendication de droits de locataires qui rendraient leur expulsion légalement compliquée. Il est si confiant, a poursuivi Patricia. Il ne vérifie même pas attentivement son courrier. J'intercepte tout ce qui semble officiel, relevés bancaires, documents fiscaux, papiers d'assurance. Il n'a aucune idée de ce à quoi nous avons accès. L'affaire du frère fonctionne parfaitement, a ajouté Marcus. Il ne peut pas se résoudre à soupçonner la famille de graves méfaits. Le temps qu'ils comprennent ce qui se passe, nous serons trop bien établis pour être facilement expulsés. J'étais assis dans ma voiture sur le parking du bureau, écoutant des enregistrements de ma propre famille planifiant de détruire ma vie financière. Les personnes à qui j'avais confié ma maison, mon intimité, ma générosité, complotaient activement pour voler mon identité et ruiner mon crédit. Mais le pire était encore à venir. En parcourant des enregistrements plus récents, j'ai trouvé des conversations qui m'ont glacé le sang. S'il devient méfiant ou commence à poser trop de questions, la voix de Patricia a dérivé à travers les haut-parleurs de ma voiture. Il faudra peut-être le discréditer.
Le faire passer pour instable, peu fiable. J'ai documenté son comportement, pris des photos quand il a l'air stressé ou confus. Quel genre de documentation, a demandé Marcus. Des problèmes médicaux, des problèmes de mémoire, des sautes d'humeur. Le genre de choses qui ferait que les gens remettent en question son jugement s'il commençait à porter des accusations contre nous. Il ne prévoyait pas seulement de me voler. Il se préparait à me manipuler pour me faire passer pour mentalement instable si j'essayais de les dénoncer. J'avais affaire à des escrocs sophistiqués qui m'avaient ciblé spécifiquement en raison de mon lien familial et de ma réticence à soupçonner les personnes que j'aimais. Je suis rentré chez moi ce soir-là, sachant que ma vie était en danger immédiat, non pas de violence physique, mais d'un assassinat de caractère systématique conçu pour détruire ma crédibilité avant que je puisse me défendre. Marcus et Patricia avaient transformé ma propre gentillesse en une arme, et ils se préparaient à l'utiliser contre moi avec une précision chirurgicale. L'invasion de ma maison n'avait été que le début. Ils prévoyaient de voler mon identité, de détruire ma réputation et de me laisser financièrement ruiner tout en prétendant être les victimes de ma prétendue instabilité mentale. Je me suis garé dans mon allée, regardant ma maison avec de nouveaux yeux. Ce n'était plus un sanctuaire. C'était une scène de crime en cours. Et j'étais la victime désignée, trop confiant et trop naïf pour me protéger des personnes qui étaient censées m'aimer le plus. Le dimanche matin est arrivé avec une annonce qui m'a rempli d'une froide terreur. Patricia m'a informé au petit déjeuner qu'elle avait offert des services de garde d'enfants à d'autres familles du quartier, transformant ma maison en une garderie non autorisée sans ma connaissance ni mon consentement. C'est juste un revenu temporaire pendant que Marcus cherche un emploi, a-t-elle expliqué en essuyant des empreintes de doigts collantes sur mon comptoir de cuisine. Madame Chen d'en bas a besoin de quelqu'un pour garder ses jumeaux pendant la journée et la famille Patel cherche une garde après l'école. Le bouche-à-oreille se propage déjà sur ma disponibilité. Patricia, tu ne peux pas gérer une entreprise depuis ma maison, ai-je dit, essayant de garder ma voix égale malgré la panique qui montait dans ma poitrine. Je ne suis pas autorisé pour des activités commerciales et mon assurance habitation ne couvre pas les opérations commerciales. Jeffrey, tu t'inquiètes trop des détails techniques, a-t-elle répondu d'un air dédaigneux. J'aide juste les voisins avec leurs enfants tout en gagnant quelques dollars. Ce n'est pas comme si je dirigeais une usine. Mais je savais, d'après mes recherches de la veille, que la certification d'enseignement de Patricia avait été révoquée pour conduite inappropriée impliquant des mineurs. L'idée qu'elle s'occupe des enfants d'autres personnes chez moi tout en cachant ses antécédents professionnels était terrifiante. De plus, a ajouté Marcus, apparaissant en bas des escaliers en pyjama froissé, le revenu supplémentaire nous aide à contribuer aux dépenses du ménage. Je pensais que tu serais content que nous trouvions des moyens d'aider avec les coûts. La logique tordue m'a fait tourner la tête. Ils utilisaient ma maison pour générer des revenus sans ma permission, puis le présentaient comme une faveur pour moi. La manipulation était devenue si sophistiquée que je me demandais depuis combien de temps ils préparaient cette escroquerie. Je me suis excusé et me suis retiré dans ma chambre, qui n'était plus ma chambre, pour passer des appels urgents. D'abord, j'ai contacté ma compagnie d'assurance habitation pour comprendre ma responsabilité si quelqu'un était blessé lors d'activités de garde d'enfants non officielles sur ma propriété. L'explication de l'agent m'a glacé le sang. Monsieur Jeffrey, l'exploitation d'une garderie non autorisée annulerait entièrement votre couverture. Si un enfant était blessé sur votre propriété lors d'activités de garde d'enfants commerciales, vous pourriez être personnellement responsable des frais médicaux, des frais juridiques et des dommages-intérêts. Nous parlons potentiellement de centaines de milliers de dollars d'exposition. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé mon avocate, une femme vive nommée Sarah Martinez, qui s'était occupée de l'achat de ma maison. Après avoir expliqué la situation, elle a confirmé mes pires craintes. Jeffrey, vous devez tout documenter et les faire sortir de votre maison immédiatement. Plus ils établissent leur résidence, plus cela devient difficile légalement. S'ils reçoivent du courrier à votre adresse, inscrivent les enfants dans les écoles locales et exploitent des entreprises depuis la propriété, ils peuvent revendiquer des droits de locataire même sans bail. Quel genre de droit de locataire, ai-je demandé, bien que je redoutais la réponse. En Illinois, toute personne qui peut prouver qu'elle vit quelque part depuis plus de 30 jours a droit à une procédure d'expulsion formelle. Cela signifie que vous devriez déposer des documents judiciaires, attendre des audiences, prouver qu'ils ne sont pas des locataires légitimes. Le processus peut prendre des mois, même avec une documentation parfaite. Le temps me manquait. Marcus et Patricia établissaient systématiquement des points d'ancrage juridique qui rendraient leur expulsion de plus en plus difficile.
Chaque jour que j'attendais était un autre jour où il pouvait revendiquer un enracinement plus profond dans ma propriété. Cet après-midi-là, pendant que Patricia rencontrait des clients potentiels pour la garde d'enfants dans mon salon, j'ai adopté une approche différente. J'ai appelé un détective privé recommandé par mon avocate, un ancien détective de police nommé James Morrison, spécialisé dans les affaires de fraude. Monsieur Jeffreyen, a dit Morrison après que j'ai expliqué la situation. Ce que vous décrivez ressemble à une exploitation familiale organisée, peut-être dans le cadre d'un schéma plus large. Ces gens sont des professionnels. Laissez-moi faire des recherches et je vous recontacterai. Morrison m'a rappelé quelques heures plus tard avec des informations qui m'ont glacé le sang. Marcus et Patricia avaient fui Phoenix 18 mois plus tôt après avoir monté une arnaque similaire sur l'oncle âgé de Patricia. Ils s'étaient installés chez lui sous prétexte de lui fournir des soins, puis avaient systématiquement vidé ses comptes bancaires et falsifié sa signature sur des documents de prêt. Lorsque l'oncle a essayé de les expulser, ils ont affirmé qu'il souffrait de démence et ont demandé la tutelle. L'oncle est décédé avant que l'affaire ne soit résolue, a poursuivi Morrison. Crise cardiaque, peut-être provoquée par le stress. Marcus et Patricia ont hérité de la maison parce qu'ils l'avaient convaincu de changer son testament. La famille soupçonne un acte criminel, mais il n'y avait pas assez de preuves pour des poursuites pénales. Ils ont tué quelqu'un, ai-je murmuré. Ils ont certainement contribué à sa mort par des abus financiers et émotionnels. Le schéma est clair. Ils ciblent des membres de la famille confiants, établissent leur résidence, puis détruisent systématiquement la vie de leurs victimes tout en prétendant être des soignants ou des personnes à charge. J'ai écouté avec horreur pendant que Morrison décrivait d'autres cas dans 3 États différents. Marcus et Patricia étaient des prédateurs familiaux en série, passant d'une victime à l'autre et laissant la ruine financière dans leur sillage. Je n'étais pas leur première cible. J'étais juste leur dernière proie. La bonne nouvelle, a poursuivi Morrison, c'est que vous vous en êtes rendu compte tôt. La plupart des victimes ne réalisent ce qui se passe que lorsqu'elles ont été complètement dépouillées. Vous avez encore le temps de vous protéger, mais vous devez agir vite. Morrison a exposé un plan qui me donnerait les preuves dont j'avais besoin pour les dénoncer tout en me protégeant de leurs représailles inévitables. La première étape consistait à installer des caméras cachées supplémentaires dans toute ma maison pour documenter leurs activités. La seconde était de faire semblant d'être de plus en plus mal en point, me faisant paraître vulnérable tout en recueillant secrètement des preuves de leurs crimes. Il prévoit déjà de vous discréditer, a expliqué Morrison. J'ai entendu les enregistrements que vous avez envoyés. Si vous commencez soudainement à agir de manière suspecte ou conflictuelle, ils accéléreront leur calendrier et prétendront que vous faites une dépression nerveuse. Mieux vaut les laisser penser que leur plan fonctionne pendant que vous constituez un dossier en béton. Ce soir-là, j'ai commencé ma performance. Je me suis plein de maux de tête, j'ai oublié des choses simples et j'ai agi de manière confuse à propos d'événements qui s'étaient produits plus tôt. Marcus et Patricia ont échangé des regards significatifs, clairement satisfaits que leur manipulation psychologique porte ses fruits. « Jeffrey, tu as l'air fatigué ces derniers temps », a dit Patricia avec une fausse préoccupation. « Tu devrais peut-être voir un médecin. Le stress peut causer toutes sortes de problèmes. »« Je vais bien », ai-je marmonné, jouant le rôle de quelqu'un qui niait sa santé mentale déclinante. « Juste occupé au travail. »« Tu as oublié de prendre tes vitamines ce matin », a-t-elle poursuivi en me montrant un pilulier que je n'avais jamais vu auparavant. « Et tu as laissé la cafetière allumée toute la nuit hier. » De petites choses comme ça peuvent être des signes avant-coureurs. J'ai réalisé avec une horreur croissante que Patricia avait documenté ces prétendus incidents, créant une trace écrite de mes supposés problèmes de mémoire. Les vitamines étaient probablement des placebos ou quelque chose de pire, conçus pour me faire réellement me sentir mal. Chaque symptôme qu'elle mentionnait était soit fabriqué, soit causé par leur sabotage. Au cours des jours suivants, j'ai parfaitement joué mon rôle. Pendant que l'équipe de Morrison rassemblait des preuves supplémentaires, nous avons découvert que Marcus et Patricia étaient recherchés pour interrogatoire dans le cadre de plusieurs affaires d'exploitation de personnes âgées à travers le pays. Leur schéma était toujours le même, cibler des membres de la famille vulnérable, établir leur résidence, puis vider systématiquement leurs ressources tout en prétendant fournir des soins. La révélation la plus troublante est venue lorsque Morrison a retracé leurs antécédents financiers. Ils n'avaient aucune source de revenus légitime et n'avaient pas payé d'impôts depuis plus de 3 ans. Au lieu de cela, ils passaient d'une victime à l'autre, vivant de la fraude et du vol d'identité tout en gardant une longueur d'avance sur les forces de l'ordre. Ma maison n'était pas seulement un abri temporaire.
C'était leur base d'opération pour étendre leur entreprise criminelle. Ils mènent probablement plusieurs escroqueries simultanément, a expliqué Morrison lors d'une de nos réunions secrètes. Fraude à la carte de crédit, fraude à l'assurance, vol d'identité. Votre maison leur donne une adresse stable pour recevoir des documents frauduleux et établir leur crédibilité auprès de nouvelles victimes. J'hébergeais des fugitifs sans le savoir, et ma gentillesse m'avait rendu complice de crimes que je ne pouvais même pas imaginer. Mais Morrison m'a assuré que ma coopération avec l'enquête me protégerait des poursuites tout en aidant à monter des dossiers contre Marcus et Patricia. Nous nous coordonnons avec les enquêteurs fédéraux, a-t-il dit. Il ne s'agit plus seulement de fraude locale. Ils ont traversé les frontières de l'État à plusieurs reprises, utilisé les systèmes postaux pour la fraude et ciblé des victimes âgées. Cela en fait une juridiction fédérale avec de lourdes peines de prison. En m'allongeant dans mon lit cette nuit-là, écoutant Marcus et Patricia discuter de leurs plans à travers les microphones cachés, j'ai ressenti un mélange de peur et de détermination. Ils pensaient qu'ils gagnaient, détruisant systématiquement ma vie pendant que je restais inconscient de leur machination. Mais ils n'avaient aucune idée que chaque mot, chaque action, chaque crime était documenté par des professionnels spécialisés dans la capture de prédateurs exactement comme eux. Leur confiance deviendrait leur perte, et ma vulnérabilité apparente était en fait l'appât d'un piège qu'ils ne verraient jamais venir. Le jeu changeait, et pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, je n'étais plus la victime impuissante. L'opportunité que j'attendais est arrivée un jeudi matin, lorsque Patricia a annoncé qu'elle devait emmener Tyler à un rendez-vous chez le médecin dans leur ancienne ville. Elle a prétendu que c'était un spécialiste qui connaissait ses antécédents médicaux, mais je soupçonnais qu'elle prévoyait de régler des affaires inachevées de leur précédente escroquerie. On sera parti toute la journée, m'a-t-elle dit au petit déjeuner, sa voix portant cette fausse douceur que j'avais appris à reconnaître comme un signe d'avertissement. Madison à l'école et Marcus a un entretien prometteur. Tu auras un peu de paix et de tranquillité pour une fois. C'était parfait. Morrison et son équipe attendaient une occasion où Marcus et Patricia seraient séparés, rendant leur communication moins coordonnée. Avec le départ de Patricia, Marcus serait plus susceptible de commettre des erreurs ou de révéler des informations qu'il gardait habituellement cachées. Je me suis déclaré malade au travail, prétextant les mêmes maux de tête mystérieux qui faisaient partie de ma performance de la semaine passée. Patricia semblait satisfaite de ce développement, notant avec une fausse sympathie que mon état s'aggravait ces derniers temps. Tu devrais peut-être prendre rendez-vous chez le médecin, toi aussi, a-t-elle suggéré. Ces épisodes que tu as sont inquiétants. Des pertes de mémoire, de la confusion, des sautes d'humeur. Ce n'est probablement rien de grave, mais mieux vaut prévenir que guérir. J'ai accepté d'y réfléchir, sachant qu'elle documentait chaque symptôme pour sa future affirmation que j'étais mentalement inapte à prendre des décisions concernant ma propre propriété. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que l'équipe de Morrison avait identifié la source de mes supposés symptômes. Patricia ajoutait de petites quantités de somnifères en vente libre à mon café chaque matin, juste assez pour me rendre somnolent et oublieux. Après le départ de Patricia avec Tyler, j'ai mis en œuvre la phase suivante de notre plan. J'ai commencé à agir de manière de plus en plus paranoïaque et instable, marmonnant à propos de gens qui m'observaient et exprimant de la confusion à propos d'événements récents. Les caméras cachées ont capturé chaque instant pendant que Marcus regardait avec satisfaction, croyant clairement que sa manipulation psychologique réussissait. « Jeffrey, tu me fais peur », a dit Madison quand j'ai commencé à me parler à moi-même de caméras cachées et de gens qui complotaient contre moi. « Ça va ? Ne t'inquiète pas pour ton oncle, » lui a dit Marcus avec une assurance étudiée. « Il est juste stressé par le travail. Parfois, les adultes ont besoin d'aide quand ils sont dépassés. » La façon dont il a réconforté sa fille tout en documentant ma prétendue dépression nerveuse était glaçante. Marcus utilisait sa propre enfant comme témoin de ma prétendue détérioration mentale, créant un témoignage qui serait dévastateur dans toute procédure judiciaire. Vers midi, Marcus a passé l'appel téléphonique que Morrison avait prédit. J'ai écouté depuis ma cachette au sous-sol pendant qu'il parlait à quelqu'un de l'accélération de leur calendrier. Il s'aggrave plus vite que prévu, a dit Marcus doucement. Patricia pense qu'on devrait passer à la phase 3 plus tôt que prévu. La documentation médicale s'accumule, mais s'il fait une dépression complète avant qu'on soit prêt, ça pourrait compliquer les choses. Phase 3. Morrison m'avait prévenu à ce sujet, bien que nous ne pouvions que deviner ce qu'elle impliquait. D'après leur schéma précédent, cela impliquait probablement le déclenchement d'une crise qui justifierait leur prise de contrôle permanente de ma propriété et de mes finances. Non, on ne peut pas attendre l'évaluation psychologique complète,
a poursuivi Marcus. S'il commence à porter des accusations alors qu'il semble encore cohérent, les gens pourraient le croire. Mieux vaut établir la tutelle pendant qu'il est clairement incompétent. Tutelle. Il prévoyait de me faire déclarer mentalement inapte et de prendre le contrôle juridique de ma vie. Je me suis senti mal en pensant à leur précédente victime, l'oncle de Patricia, qui est décédé dans des circonstances mystérieuses pendant qu'il se battait pour le contrôle de sa succession. Cet après-midi-là, Marcus a reçu une visiteuse qui a tout changé. Grâce à mes caméras de sécurité, j'ai vu une femme en tenue professionnelle arriver à ma porte d'entrée. Elle s'est présentée comme le docteur Rebecca Hamilton, une psychologue que Marcus avait contactée pour mener une évaluation de santé mentale d'urgence. Monsieur Marcus m'a appelé au sujet de l'état de santé de son frère qui se détériore, a-t-elle expliqué lorsque Marcus l'a laissé entrer dans ma maison sans ma permission. Il craint que Jeffrey puisse être un danger pour lui-même ou pour les autres. J'ai réalisé avec une horreur croissante que Marcus avait engagé une professionnelle corrompue pour valider mon incompétence. Ce n'était pas une évaluation légitime. C'était un résultat prédéterminé conçu pour justifier leur prise de contrôle légal de ma propriété. Où est Jeffrey maintenant, a demandé le docteur Hamilton en regardant mon salon comme si elle en était la propriétaire. Il dort, a répondu Marcus. Il a des épisodes où il reste éveillé toute la nuit à parler à des gens qui ne sont pas là, puis s'effondre pendant la journée. Hier, il m'a accusé d'avoir empoisonné sa nourriture. L'ironie était à couper le souffle. Marcus décrivait les symptômes réels causés par le dopage de Patricia tout en les présentant comme des preuves de maladie mentale. Chaque détail qu'il fournissait était techniquement exact, mais complètement dépourvu de contexte. J'ai tout documenté, a poursuivi Marcus en montrant au docteur Hamilton un dossier que je n'avais jamais vu auparavant. Des photographies de lui dans des états confus, des enregistrements de ses divagations paranoïaques, des déclarations de témoins de membres de la famille qui ont observé son déclin. La voix de Morrison a crépité dans mon oreillette cachée. C'est le moment, Jeffrey. Ils sont sur le point de déclencher le piège. Es-tu prêt? J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé la performance la plus importante de ma vie. Titubant depuis le sous-sol, je suis apparu dans le salon, l'air débraillé et confus, jouant le rôle de quelqu'un en proie à une crise de santé mentale. Marcus, ai-je dit d'une voix tremblante. Qui est cette femme? Pourquoi y a-t-il des étrangers dans ma maison? Jeffrey, c'est le docteur Hamilton, a dit Marcus avec une fausse patience. Tu te souviens que je t'ai dit qu'elle venait te parler de comment tu te sentais? Je ne me souviens pas, ai-je marmonné en regardant la pièce avec une confusion apparente. Les choses ont été étranges ces derniers temps. Des gens qui déplacent mes affaires, qui changent les choses quand je ne regarde pas, le docteur Hamilton a pris des notes en observant mon comportement, voyant clairement ce pourquoi elle avait été payée. Jeffrey, pouvez-vous me dire quel jour nous sommes? Je lui ai donné le mauvais jour, puis je me suis corrigé avec incertitude. Mardi? Non, attendez. Mercredi. Je suis désolé, les jours se ressemblent tous. Avez-vous bien dormi? A-t-elle poursuivi. Il y a des voix, ai-je dit doucement. Des conversations quand j'essaie de dormir. Des gens qui parlent de moi, qui font des plans. Mais quand je me lève pour vérifier, il n'y a personne. C'était en fait vrai. J'avais entendu les complots de Marcus et Patricia grâce à l'équipement de surveillance. Mais dans ce contexte, cela sonnait comme des hallucinations auditives symptomatiques d'une maladie mentale grave. Jeffrey, a dit doucement le docteur Hamilton, votre frère s'inquiète pour vous. Il pense que vous pourriez avoir besoin d'aide. Peut-être un séjour dans un établissement où des professionnels pourraient évaluer correctement votre état. Le piège se refermait exactement comme Morrison l'avait prédit. Il prévoyait de me faire interner dans un établissement psychiatrique où je serais drogué jusqu'à la soumission pendant qu'il prendrait le contrôle de mes biens. Le temps que je sois libéré, si je l'étais un jour, ils auraient vidé mes comptes et revendiqué la propriété de ma maison. Je ne veux aller nulle part, ai-je dit, laissant une peur réelle s'insinuer dans ma voix. C'est ma maison. Je veux juste que les gens arrêtent de déplacer mes affaires. Parfois, nous ne savons pas ce qui est le mieux pour nous quand nous sommes malades, a dit Marcus avec une sympathie étudiée. L'important est de vous obtenir l'aide dont vous avez besoin. Le docteur Hamilton a hoché la tête avec approbation. Je pense qu'une évaluation de 72 heures serait appropriée. Nous pouvons organiser le transport cet après-midi. Non, ai-je crié soudainement, devenant agité. Vous ne pouvez pas me faire quitter ma propre maison.
Marcus, dis-lui que c'est ma maison. Jeffrey, s'il te plaît, calme-toi, a dit Marcus en s'approchant de moi comme pour maîtriser quelqu'un en pleine crise psychotique. Tu ne réfléchis pas clairement en ce moment. C'était le moment pour lequel Morrison m'avait préparé. Alors que Marcus tendait la main vers moi, j'ai reculé et j'ai crié la phrase prédéterminée, ne me touchez pas. À l'aide. Quelqu'un, à l'aide. En quelques secondes, ma porte d'entrée a explosé alors que des agents fédéraux se déversaient dans la maison. Le docteur Hamilton a crié et a plongé derrière mon canapé tandis que Marcus se tenait figé, les mains toujours tendues vers moi alors que des professionnels armés l'entouraient. Marcus Thompson, vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre une fraude, maltraitance de personnes âgées, vol d'identité et tentative d'enlèvement, a annoncé l'agent principal en menottant mon frère. Docteur Rebecca Hamilton, vous êtes en état d'arrestation pour complot et faute professionnelle. La transformation a été immédiate et complète. Ma dépression mentale apparente s'est évaporée alors que je me redressais, retirais le microphone caché de ma chemise et regardais directement Marcus avec des yeux clairs et concentrés. Bonjour, Marcus, ai-je dit calmement. Je crois que vous discutiez justement d'arrangement de tutelle. L'expression de choc et de trahison sur son visage était profondément satisfaisante. Jeffrey, mais tu es. Comment as-tu? J'enregistre tout depuis des semaines, lui ai-je dit alors que les agents le conduisaient vers la porte. Chaque conversation, chaque plan, chaque crime. Tu pensais que je perdais la tête, mais en fait, je rassemblais des preuves pour te mettre en prison où tu appartiens. Morrison est apparu de la cuisine, transportant des boîtes de documents et d'équipements informatiques. On a tout, Jeffrey. Des dossiers financiers, des documents falsifiés, des preuves du dopage, des aveux enregistrés de plusieurs crimes fédéraux dans plusieurs États. Alors qu'ils emmenaient Marcus, il m'a regardé avec une haine pure. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait, Jeffrey. Patricia te détruira pour ça. Nos enfants grandiront en sachant que leur oncle a trahi leur famille. Vos enfants grandiront en sachant que leurs parents sont des criminels, ai-je répondu sans émotion. Peut-être que ça les sauvera de devenir eux-mêmes des criminels. La maison est tombée dans le silence après les arrestations, brisée seulement par le bruit des agents fédéraux cataloguant les preuves. Morrison a trouvé la cachette de documents falsifiés de Patricia dans mon grenier, ainsi que du courrier volé et des dossiers financiers photocopiés de plusieurs victimes. Elle sera arrêtée à son retour avec Tyler, m'a assuré Morrison. Nous avons des unités qui surveillent leur ancien appartement et tous les endroits où elle pourrait se réfugier. Il n'y a nulle part où se cacher des accusations fédérales. Je me tenais dans mon salon, enfin calme après des semaines de chaos, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des mois, la paix. Le cauchemar était terminé, mais le règlement de compte ne faisait que commencer. L'arrestation de Patricia 3 heures plus tard a fourni la dernière preuve qui a scellé l'affaire contre deux. Elle est entrée chez moi en s'attendant à trouver Marcus célébrant le succès de leur manipulation psychologique, pour découvrir des agents fédéraux qui l'attendaient avec des menottes et un mandat d'arrêt énumérant des dizaines d'accusations s'étendant sur plusieurs États. Où est Marcus, a-t-elle demandé en regardant mon salon comme s'il pouvait se cacher derrière les meubles. Où est mon mari? Madame Thompson, vous êtes en état d'arrestation, a annoncé l'agent Chen en lui lisant ses droits tandis que le visage de Patricia passait de la confusion à la colère, puis à un calcul désespéré alors qu'elle réalisait que leur escroquerie avait été démasquée. Jeffrey, dis-leur qu'il y a eu une erreur, a-t-elle plaidé, passant au ton manipulateur que j'avais appris à reconnaître. On est une famille. Quoi que Marcus leur ait dit, il était juste confus. Il a été sous beaucoup de stress ces derniers temps. J'ai regardé la femme qui avait passé des semaines à empoisonner ma nourriture, à documenter de faux symptômes de maladie mentale et à planifier de voler mon identité, et je n'ai ressenti qu'une froide satisfaction. Patricia, j'ai entendu les enregistrements de toi et Marcus planifiant mon meurtre. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Son visage est devenu blanc alors que les implications la frappaient. Ils avaient été si confiants dans leurs contre-mesures de surveillance, si certains que j'étais trop confiant pour soupçonner des membres de la famille de crimes graves. La réalité que je les avais activement enquêtés pendant des semaines ne leur avait clairement pas traversé l'esprit. Tyler, qui attendait dans la voiture de Patricia pendant l'arrestation, a été immédiatement placé sous la garde des services de l'enfance. Le garçon avait l'air confus et effrayé pendant que les travailleurs sociaux lui expliquaient qu'il resterait avec différents membres de la famille pendant que ses parents feraient face à des accusations fédérales. « Oncle Jeffrey » a dit Tyler alors qu'il le conduisait vers le véhicule du travailleur social. « Maman a dit que tu étais malade.
Est-ce que tu vas mieux maintenant? L'innocence de sa voix m'a brisé le cœur. Tyler et Madison avaient été utilisés comme des armes par leurs parents, utilisés comme des outils de manipulation émotionnelle et entraînés à mentir sur le comportement des adultes qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Ils étaient aussi des victimes, tout aussi endommagés par le mode de vie criminel de Marcus et Patricia que les personnes qu'ils avaient escroquées. « Je vais bien, Tyler », lui ai-je dit doucement. La maladie était un jeu, comme jouer à un jeu. L'important maintenant est que toi et Madison soyez en sécurité. En 72 heures, les enquêteurs fédéraux ont démêlé toute l'étendue de l'entreprise criminelle de Marcus et Patricia. Les preuves trouvées chez moi ont conduit à des accusations dans cet état différent, les reliant à plus de 20 victimes au cours des 5 dernières années. Morrison m'a informé des conclusions de l'enquête dans mon salon, ce qui semblait surréaliste après des semaines à le traiter comme un territoire ennemi. Ils ont mené cette arnaque de manière systématique, a-t-il expliqué en étalant des dossiers sur ma table basse. Toujours en ciblant des membres de la famille qui étaient financièrement prospères mais émotionnellement vulnérables, toujours en utilisant les enfants comme outil de manipulation. Le schéma était cohérent et glaçant. Ils identifiaient des parents prospères, recherchaient leur situation financière, puis fabriquaient des crises qui nécessitaient un logement temporaire. Une fois établis dans la maison de leur cible, ils commençaient la manipulation psychologique tout en recueillant systématiquement des informations financières et en constituant des dossiers juridiques pour prendre le contrôle. L'oncle de Patricia à Phoenix n'était pas leur première victime, a poursuivi Morrison. Ils ont tué une grand-mère au Nevada en utilisant la même méthode. Un empoisonnement l'ont conçu pour imiter un déclin cognitif naturel pendant qu'ils obtenaient une procuration et vidaient ses comptes. 3 victimes étaient décédées dans des circonstances suspectes pendant que Marcus et Patricia avaient accès à leur succession. Le FBI rouvrait ses affaires en tant qu'homicide potentiel, armé de preuves de leur méthode et de leur motivation. Le faux médecin qui est venu vous évaluer faisait partie d'un réseau plus large, a ajouté Morrison. Le docteur Hamilton a fourni des évaluations de santé mentale frauduleuses à des prédateurs financiers à travers le pays. Son arrestation a ouvert des dizaines d'autres cas. La réaction de mes parents à l'arrestation a été dévastatrice à voir. Mon père a eu une légère crise cardiaque lorsque les agents fédéraux ont expliqué que son fils n'était pas seulement un voleur, mais un tueur en série présumé qui ciblait des membres de la famille âgés dans plusieurs États. La culpabilité et la honte d'avoir permis l'accès de Marcus à ma maison l'ont presque détruit. Comment aurions-nous pu ne pas savoir, répétait ma mère pendant son hospitalisation pour ce que les médecins ont appelé des épisodes cardiaques induits par le stress. Comment avons-nous pu aider quelqu'un à planifier le meurtre de notre propre fils? La réaction de la communauté a été tout aussi intense. Les membres de l'église qui avaient loué ma générosité en hébergeant la famille de mon frère me regardaient maintenant avec un mélange de sympathie et d'horreur. L'histoire a dominé les nouvelles locales pendant des semaines, les journalistes la décrivant comme l'un des cas d'exploitation familiale les plus sophistiqués de l'histoire de l'État. Jessica a le plus mal géré la révélation de tous les membres de la famille. Elle avait été la plus fervente partisane de Marcus, me pressant activement d'héberger sa famille et critiquant ma réticence comme de l'égoïsme. Apprendre que son plaidoyer avait failli permettre mon meurtre a brisé quelque chose de fondamental dans sa vision du monde. Je n'arrêtais pas de te dire de faire confiance à la famille, a-t-elle sangloté lors d'une de nos conversations difficiles. Je t'ai fait te sentir coupable d'avoir des limites. Si tu m'avais écouté, tu serais mort maintenant. La culpabilité la rongeait si sévèrement qu'elle a eu besoin d'un conseil professionnel pour traiter son rôle dans la conspiration. Notre relation a mis des années à se reconstruire et même alors, elle n'est jamais revenue à sa proximité antérieure. Le procès est devenu un spectacle médiatique qui a exposé la prévalence choquante de l'abus financier familial. L'affaire de Marcus et Patricia a ouvert des discussions sur la manière dont les criminels exploitent la loyauté familiale et les attentes sociales pour victimiser leurs propres parents. Mon témoignage a été particulièrement crucial car j'étais leur dernière victime prévue. Les enregistrements d'eux planifiant mon meurtre, combinés aux preuves de leur empoisonnement systématique et de leur manipulation psychologique, ont brossé un tableau clair d'un homicide avec préméditation à des fins financières. Mesdames et messieurs les jurés, a déclaré le procureur lors de ses réquisitions. Les accusés n'ont pas seulement volé de l'argent. Ils ont volé la confiance, détruit des familles et tué des personnes vulnérables qui les aimaient. Jeffrey Thompson n'a survécu que parce qu'il a été assez intelligent pour documenter leurs crimes et assez courageux pour se défendre. Marcus a été condamné à 28 ans de prison fédérale sans possibilité de libération conditionnelle. Patricia a été condamnée à 25 ans, la différence reflétant son rôle légèrement moindre dans les phases de planification de leurs crimes.
Le docteur Hamilton a été condamné à 15 ans pour son rôle dans la fourniture d'évaluations frauduleuses qui ont permis à des prédateurs financiers. Les enfants ont été placés chez la sœur de Patricia en Arizona, une femme qui avait coupé les ponts avec Patricia des années plus tôt en raison de demandes financières suspectes. Madison et Tyler ont commencé une thérapie pour traiter le traumatisme d'avoir vu leurs parents manipuler et abuser des membres de leur famille tout en leur apprenant à participer à des activités criminelles. J'ai vendu ma maison 6 mois après les arrestations, incapable de me sentir à l'aise dans un espace qui contenait tant de souvenirs traumatisants. Les nouveaux propriétaires étaient une jeune famille avec des enfants qui ont rempli les pièces de rire au lieu de complot, ce qui a semblé une guérison appropriée pour la propriété elle-même. Ma nouvelle maison dans le Colorado représentait un nouveau départ complet, à 3 états des dynamiques familiales toxiques qui m'avaient presque détruit. J'ai maintenu un contact limité avec mes parents pendant qu'ils traversaient leur propre culpabilité et honte. Mais je n'ai plus jamais permis que les obligations familiales l'emportent sur mes instincts de sécurité personnelle. L'expérience m'a appris que l'amour n'est pas une confiance aveuglée, que la famille n'est pas une excuse pour l'abus. Les vrais membres de la famille soutiennent vos limites plutôt que de vous manipuler pour les violer. Les personnes qui se soucient vraiment de votre bien-être n'exploitent pas votre gentillesse ou n'utilisent pas votre générosité contre vous. J'ai utilisé l'argent de la récompense pour avoir aidé à résoudre plusieurs affaires non élucidées pour créer une fondation qui éduque les familles sur l'abus financier et fournit des ressources aux victimes d'exploitation par des proches. Le travail à but non lucratif a transformé mon traumatisme en un but, aidant d'autres personnes à reconnaître et à échapper à des situations similaires avant qu'elles ne deviennent des victimes. 3 ans plus tard, j'ai reçu une lettre de Madison, maintenant âgée de 14 ans et vivant avec sa tante. Elle a écrit qu'elle avait appris la vérité sur les crimes de ses parents et voulait s'excuser d'avoir participé à leur manipulation. Sa thérapie l'avait aidée à comprendre qu'elle avait aussi été une victime, entraînée depuis l'enfance à aider ses parents à faire du mal aux gens. Je lui ai répondu en l'encourageant dans ses études et en soulignant que les enfants ne sont pas responsables des crimes de leurs parents. Madison méritait une chance d'avoir une vie saine, libre des schémas toxiques qui avaient défini son enfance. Tyler, maintenant âgé de 11 ans, réussissait bien à l'école et ne montrait aucun signe des tendances manipulatrices de ses parents. Le dernier chapitre de cette histoire est arrivé 5 ans après leur arrestation, lorsque j'ai témoigné à leurs audiences de libération conditionnelle. Tous deux avaient été des prisonniers modèles, participant à des programmes de thérapie et exprimant des remords pour leurs crimes. Leurs avocats ont fait valoir qu'ils avaient été réhabilités et méritaient une libération anticipée. Je me suis opposé à leur demande de libération conditionnelle, non par vengeance, mais par une réelle préoccupation pour la sécurité publique. Des personnes qui ont passé des années à perfectionner l'art de la manipulation et du meurtre familial ne pouvaient pas être considérées comme réformées après quelques années de prison. Leurs victimes méritaient une meilleure protection que des espoirs et des programmes thérapeutiques. Le comité de libération conditionnelle a été d'accord, rejetant les 2 demandes et recommandant qu'ils purgent la totalité de leur peine. Marcus et Patricia resteraient en prison jusqu'à ce qu'ils soient trop vieux pour constituer une menace réaliste pour les membres vulnérables de la famille. Debout dans cette salle d'audience, regardant les 2 personnes qui ont essayé de détruire ma vie tout en prétendant m'aimer, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, le pardon. Pas pour leurs crimes, qui étaient impardonnables, mais pour les dynamiques familiales toxiques qui avaient rendu leur manipulation possible. J'avais appris que le pardon n'exige ni réconciliation ni confiance. Il signifie simplement libérer la colère qui vous lie aux personnes qui vous ont fait du mal. Marcus et Patricia passeraient le reste de leur vie à payer pour leur choix. Mais j'étais libre de construire quelque chose de mieux sur les cendres de leur destruction. Aujourd'hui, je vis dans une belle maison entourée de montagnes, travaillant à distance pour une entreprise technologique qui valorise mon expertise sans exiger mon âme. J'ai de vrais amis qui respectent les limites et soutiennent des choix sains. Mes relations amoureuses sont fondées sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation familiale. Plus important encore, j'ai appris que se protéger des personnes toxiques n'est ni égoïste ni cruel. C'est une survie nécessaire. Et parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour toutes les personnes impliquées est de refuser de tolérer un comportement destructeur, même si cela signifie être seul contre des personnes qui partagent votre ADN. La famille n'est pas définie par les liens du sang ou les obligations imposées par la culpabilité. La vraie famille est composée de personnes qui se soucient sincèrement de votre bien-être et ne vous feraient jamais délibérément de mal pour leur propre bénéfice. Tout le monde mérite ce genre de famille et tout le monde a le droit de la créer en choisissant des personnes qui les aiment vraiment au lieu de personnes qui prétendent simplement le faire. Les cicatrices de cette expérience resteront toujours, mais elles sont devenues des rappels de ma force plutôt que des symboles de victimisation.
J'ai survécu à une tentative calculée de détruire ma vie par des personnes qui étaient censées me protéger. Et j'ai utilisé cette survie pour aider d'autres personnes confrontées à des menaces similaires. Ce n'est pas la justice. C'est la transformation. Et parfois, la transformation est la plus grande vengeance de toutes. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où des membres de votre famille s'attendaient à ce que vous sacrifiiez vos limites pour leur bénéfice? Comment avez-vous géré la pression d'aider des parents qui semblaient profiter de votre gentillesse? J'adorerais entendre vos réflexions et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a résonné en vous ou vous a aidé à reconnaître des schémas similaires dans votre propre vie, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner pour plus d'histoires réelles sur la manière de surmonter la manipulation familiale et les relations toxiques. Partager ces expériences aide d'autres personnes à réaliser qu'elles ne sont pas seules à faire face à des dynamiques familiales difficiles. Merci d'avoir écouté mon histoire et de soutenir cette chaîne. N'oubliez pas que vous avez le droit de vous protéger de quiconque essaie de vous faire du mal, quelle que soit leur relation avec vous. Restez fort, faites confiance à vos instincts et ne laissez jamais personne vous convaincre que l'amour exige d'accepter l'abus. D'ici la prochaine fois, prenez soin de vous et des personnes qui se soucient vraiment de vous.